suite. Le grand débat du jour. Il est mort de rire. Hein. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est vrai que ces dernières années, on a quand même une perte de niveau. Hein. On a fait baisser le niveau du diplôme, pas du concours, parce qu'on n'arrive pas à recruter. Et comme aujourd'hui, ce métier n'intéresse plus, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de plus en plus des arrière-bancs d'amphis qui vont faire ce métier. C'est quand même assez inquiétant parce qu'on n'était pas bons en France, on était les meilleurs. Oui. Moi, le nombre de gens qui viennent me dire l'instit de mon fils fait des erreurs dans les calculs au tableau et se sert de la calculette parce qu'il n'arrive même pas à calculer, bah oui. Et des professeurs de mathématiques qui pointent le faible niveau du CAPES 2024. Un rappel, le certificat de professorat de l'enseignement du second degré d'aptitude. Selon eux, de bons élèves de terminale seraient prêts à réussir. Les exercices du concours pour devenir prof de maths seraient de niveau lycée, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas obligés de baisser le niveau pour pourvoir tous les postes d'enseignants vacants? Avez-vous pu constater des faiblesses chez les enseignants de vos enfants, par exemple? Est-ce que vous avez d'ailleurs constaté une baisse du niveau de vos enfants par rapport à votre génération? Et à cette question, l'abaissement du niveau des concours pour devenir enseignant entraîne-t-il la dégradation du niveau des élèves? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir et ce n'est pas des maths. Le 0826 300 300 ou autre prendra vos appels. Et Pierre Prioret est avec nous, professeur référent mathématiques pour le syndicat SNES FSU. Merci d'être avec nous. Vous avez vu, il y a des cancres en maths autour de la table. Oui, on a tous été en échec les maths. Philippe Bilger, ce niveau du CAPES, est-ce que c'était... forcément, ça fait peur quand même un petit peu. Mais s'il y avait une faiblesse concernant le savoir en mathématiques, c'était le mien. D'abord, fondamental, j'ai toujours été inapte à comprendre les mathématiques. Oh, ça allait à peu près jusqu'à la seconde, et après, ça a été une catastrophe. Mes enfants, mes petits-enfants, je n'ai jamais pu leur reprocher des incorrections en maths, puisque je n'étais pas capable de les remarquer. Mais plus sérieusement, je ne peux rien dire sur la manière dont les maths sont enseignées aujourd'hui, mais je raisonne peut-être par une comparaison discutable. Je vois par exemple en français des professeurs qui font des fautes d'orthographe et peut-être abusivement j'en tire des conclusions sur les autres matières enseignées. Je me dis que peut-être les maths pâtissent sur un autre ordre, bien sûr, de défaillance dans l'enseignement, et j'attends avec impatience qu'on me démontre le contraire. Françoise Degois. Oui, moi j'attends les explications de notre invité, parce que on dit c'est assez vague. Des professeurs, mais quels professeurs, quand, comment? Est-ce que moi j'ai toujours vachement de mal avec la généralisation, parce que si on écoute les micro-trottoirs, si on écoute les gens qu'on a entendus, tout fout le camp, et même les profs de littérature. C'était mieux avant. Oui, le c'était mieux avantisme que je ne peux plus supporter, et les profs de français qui diraient si j'aurais su, j'aurais pas venu, tu vois. Moi je crois pas du tout une minute qu'on soit dans ce truc cataclysmique, mais j'attends absolument les explications de notre invité. Sébastien Ménard. Moi j'ai envie de dire, d'un côté on a souvent des professeurs des enseignants qui se plaignent, mais on a souvent les élèves, les étudiants qu'on mérite, et réciproquement. La société française, elle a aujourd'hui les enseignants et les professeurs qu'elle mérite. Dire que la connaissance empirique, académique est en net recul, c'est une vérité toute matière confondue. C'est une vérité toute matière confondue. Ce que dit Philippe Bilger, on a dans nos entourages respectifs des gens qui enseignent, des gens qui font des fautes de syntaxe à l'oral, des gens qui font des fautes de français à l'écrit, alors c'est pas handicapant parce qu'on vit avec. Finalement, puisqu'on est dans cette culture du texto, dans cette culture finalement du compromis linguistique en permanence. Donc le fait que ça touche les mathématiques, qui est quand même une science qui peut peut-être un peu plus compliquée, parce qu'il faut avoir l'esprit mathématique, l'esprit logique. On n'a pas tous le génie de Cédric Villani, malheureusement. Oui, non mais je le cite. Non mais malheureusement, oui, parce que le type est talentueux. Oui, mais après, heureusement, parce que sinon il y aurait que des génies. Hein. Ouais. Oui, mais c'est pas John Nash, tu vois, voilà. le type exceptionnel mais schizophrène. J'aurais adoré faire des fractions au tableau. J'aurais adoré. Là où je ne veux pas rester que sur une note pessimiste ou négative. Très bien. On a aussi, je l'ai souvent dit, des jeunes gens aujourd'hui qui ont une intelligence, je dirais, généraliste. Voilà, qu'ils arrivent à se forger grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'internet, etc., qui est sur des sujets qui les intéressent, nettement supérieurs
à la connaissance que nous, on pouvait avoir à leur âge. Voilà. Mais dommage qu'il y ait quand même un déclin de ce qu'on appelle la grande culture, les connaissances classiques. Franchement, l'école des hautes études en sciences sociales, l'avis de Pierre Prieuré, professeur et référent mathématique pour le syndicat. Il y a plusieurs éléments. Dans ce que vous avez dit, le premier, c'est la question des concours. Alors, non, le CAPES de mathématiques n'est pas bradé, je vous rassure. Même si c'est vrai, les questions du premier problème de la première épreuve sont effectivement des questions qui sont en gros du niveau de terminale première année d'université, mais c'est le programme du concours. Et surtout, le nombre de questions qui est posé aux candidats, 25 questions qu'il faut traiter à peu près en 1 heure, ça veut dire qu'on attend des candidats qui soient extrêmement précis et extrêmement rapides à la fois, ce qui est une manière de tester en réalité la connaissance de nos futurs collègues. Ça, c'est quand même le premier point. Le second point, c'est qu'on peut se trouver que le niveau du CAPES est trop faible. En fait, je précise quand même que la ministre actuelle, Madame Nicole Belloubet, se prépare à abaisser le niveau du concours de 2 ans, puisque le titre requis actuellement pour passer le CAPES, c'est un master, et que à la prochaine session, ce sera la licence, qui est effectivement un problème pour pouvoir disposer d'un vivier d'étudiants et de candidats qui aient eu le temps, durant des années d'études, de se forger une maîtrise disciplinaire suffisante avant d'être confrontés à des élèves de collège ou de lycée pour leur enseigner des mathématiques. Ça ne concerne pas que les mathématiques, ça concerne aussi le français. Nous portons l'idée qu'il faut maintenir le concours au niveau du master comme il est actuellement, mais qu'il faut par contre permettre aussi à des étudiants de réussir leurs études. Le vrai problème, c'est la question du vivier de candidats, et nous pensons qu'il faut accompagner les étudiants à travers un dispositif incitatif, y compris au plan financier, pour qu'ils puissent se consacrer à faire de bonnes études disciplinaires, être vraiment des professionnels qui maîtrisent leur discipline. La pédagogie, ça vient après pour nous. C'est indispensable, mais vous ne pouvez pas faire de pédagogie sur du vide, ça n'existe pas. Il faut d'abord maîtriser sa discipline. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut, j'allais dire presque du CAPES d'aujourd'hui, mais ce qui se dessine malheureusement est plus inquiétant du fait qu'on va abaisser de 2 ans le niveau d'exigence. C'est dingue ça, pourquoi toujours Parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, en réalité, merci de cet éclairage, parce que vous parlez que d'une seule question sur 25, donc ça me rassure, je trouve ça assez rassérénant. Mais est-ce qu'au fond tout ça n'est pas un problème, j'ai envie de dire, d'argent? C'est vrai que si on comprend bien pourquoi Nicole Belloubet veut abaisser, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de candidats, parce que honnêtement les salaires d'éducation nationale, bon moi j'ai toujours plaidé pour que les policiers et les profs soient augmentés, voilà, c'est quand même ça le sujet fondamentalement, c'est ça, c'est le salaire. Oui, bien sûr que c'est le sujet, c'est le salaire et c'est les conditions de travail. C'est insupportable d'aller bosser quand vous avez bac plus 5 ou 6 pour 1 800 € net par mois en début de carrière, c'est pas acceptable. Ça c'est certain. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Ah bah oui, bien sûr, on a toujours porté cette idée-là. Bien sûr que la revalorisation des métiers, c'est un levier puissant pour agir sur le fait qu'on a des candidats pour présenter les concours. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants, alors en mathématiques particulièrement, parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui est formé à bac plus 5 en mathématiques, il trouve des emplois un peu mieux rémunérés que ce que propose l'éducation nationale. Mais il y a un certain nombre de disciplines pour lesquelles ce problème de vivier se pose pour exactement la même raison. Je prends l'économie-gestion, on a plus grande difficulté à recruter des enseignants dans ces disciplines-là, tout simplement parce que le monde de l'entreprise rémunère mieux les compétences des gens formés à bac plus 3 ou bac plus 5. Donc l'idée de Madame Belloubet, c'est j'allais dire quelque part, de préempter sur les viviers étudiants au niveau de la licence. Peut-être que ça peut marcher, mais nous avons quand même une inquiétude sur effectivement l'enjeu de la maîtrise disciplinaire chez les candidats, les futurs candidats du CAPES, puisque par ailleurs, si on regarde l'histoire, dans la plupart des disciplines, les réductions de volume horaire au collège, au lycée et à l'université font qu'aujourd'hui, un étudiant qui est formé à bac plus 5 n'a pas le niveau de disciplinaire d'un étudiant formé à bac plus 5 il y a 20 ou 30 ans. Voilà, c'est la réalité, elle est là, mais c'est effectivement une question de moyens, parce qu'il faut financer des études aux étudiants pour qu'ils puissent, en contrepartie d'un engagement, évidemment, à passer les concours et à servir l'État pendant un certain nombre d'années. On propose 5 ans, enfin on peut discuter. Et il faut effectivement d'ailleurs que les carrières soient attractives en termes de salaire, de conditions de travail et d'évolution au cours de la vie, évidemment. Au-delà du problème des moyens, est-ce que vous ne croyez pas que la baisse de la maîtrise en maths, comme dans d'autres matières, vient plus globalement d'un délitement de la culture générale, à partir de laquelle on pouvait se spécialiser de manière remarquable dans les matières particulières? La culture générale, je sais pas trop à quoi ça renvoie. C'est quelque chose qui est compliqué de définir ce qu'est la culture générale. C'est certainement pas. Il n'y a pas d'épreuve de culture générale au bac. Gabriel Attal avec son livre Écrire compter. La culture générale, ça va bien au-delà. C'est pas non plus
de savoir répondre aux questions du Monopoly, parce qu'on voit très bien les projets de réforme de programmes en collège qui sont en train d'arriver. Trivial poursuite, c'est mieux. Ça. On va avoir, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Trivial Monopoly, on va avoir droit, effectivement, on va avoir droit à des questions dites de culture générale qui vont constituer des points de passage appris bêtement par cœur par les élèves sans avoir forcément le sens de ce que représente tel ou tel événement. Bien sûr, vous avez absolument raison. Ça, c'est quand même très problématique. Les réponses qui sont apportées sont problématiques, plus, j'allais dire, que la situation actuelle. Sébastien Ménard. On part au 0826 300 300. Vous parlez du levier puissant qui est celui de la revalorisation des salaires. J'en conviens et je souscris totalement à ce que Françoise vient de nous partager, mais pas que. Il y a aussi un autre levier puissant qui est celui de la vocation, la revalorisation de la vocation, parce que la transmission du savoir, c'est quelque chose de noble et c'est quelque chose qui n'est pas assez valorisé en France. Bien voilà. sûr, bien sûr. Aussi parce qu'effectivement, vous avez comment tu le quantifies, c'est un vrai sujet. Sans salaire décent. Non, mais il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il fut une époque pas si lointaine où l'enseignant, le professeur était quelqu'un de respecté, était quelqu'un dont la voix portait dans la société. Et vous aviez des tas de gens qui, quelque part, avant de se poser la question de savoir combien on allait gagner, c'était « je vais faire un beau métier ». Je vais faire le plus beau métier du monde, je vais partager mon savoir et je vais enseigner. C'est que tu peux plus t'adhérer à la réalité économique. C'est pas la même société. Regarde le prix des loyers, voilà. Enfin, la vocation enseignante, elle est toujours là. Comment? La vocation enseignante, elle est toujours là. Nous avons un métier qui est, depuis les réformes qui s'empilent là depuis une quinzaine d'années, nous avons un métier qui est empêché. C'est-à-dire aujourd'hui, l'enseignant qui souhaite élever les qualifications, qui souhaitent partager avec les élèves ses savoirs, on passe quand même beaucoup de temps à lui mettre des bâtons dans les roues. J'en veux d'ailleurs pour preuve les évolutions là aussi qui se dessinent en matière d'évolution de programme au collège, où on va avoir probablement des instructions extrêmement fermes sur la manière d'enseigner, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer ce qui fait aussi le sel de ce métier-là, c'est la capacité à prendre les élèves là où ils sont pour les amener plus loin et plus haut, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait en tant qu'enseignant la possibilité d'avoir des marges de manœuvre. Ce que propose par exemple pour les mathématiques Madame Belloubet et Gabriel Attal, c'est la méthode de Singapour, c'est-à-dire c'est une méthode complètement standardisée où tout le monde fait exactement la même chose au même moment dans toutes les classes de France et de Navarre. Ça ne fonctionnera pas. Et ça, si on veut faire de ce métier un repoussoir, il faut aller dans cette voie-là. Direction le 0826 300 300. On commence avec notre vraie voix du jour, Sandrine Déviant. On vous écoute, Sandrine. Oui, bonsoir. Oui, moi j'ai enseigné les mathématiques sans avoir le CAPES. Oui, mais j'y suis allée parce que c'était un moment où on cherchait des profs partout, on n'en trouvait pas, et c'est bien dommage parce que c'est un super boulot. Alors maintenant, c'est un super boulot sous certaines conditions. C'est vrai que les conditions de travail sont pas forcément simples. Il faut vraiment revoir ça, et puis donner des outils aux profs. Et puis surtout, je pense qu'il faut adapter l'enseignement au niveau de chacun. Donc quand on peut se permettre ça, on redonne confiance aux enfants, on leur redonne l'envie, ça se passe beaucoup mieux. Alors je pense que ça fait des années qu'on fait tout ce qu'il faut pas faire, donc maintenant on sait ce qu'il faut plus faire, et puis il faut peut-être refaire ce qu'on faisait avant quand on était les meilleurs. Ah, c'est bien. Allez, direction Toulouse, bougez pas, Sandrine, avec François qui est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir François. Bonsoir. Voilà, moi je rentre en fait de 7 ans à l'étranger. J'étais au Royaume-Uni où j'ai enseigné les maths à l'université, à Nottingham. Et j'ai constaté en rentrant qu'il y avait j'ai constaté des méthodes d'enseignement qui me paraissent absolument aberrantes en mathématiques, notamment la prolifération de l'outil numérique, c'est-à-dire que on a affaire à des professeurs. Alors c'était assez hétérogène, c'est-à-dire il y a aussi des professeurs qui enseignent au tableau, qui font les choses posément, qui sont très efficaces, mais j'ai vu l'émergence de méthodes d'enseignement qui consistent à cliquer frénétiquement sur des PowerPoint de manière complètement ridicule, et la conséquence de ça, c'est que les élèves qui avant copiaient les calculs et pouvaient
pouvaient digérer en temps réel les concepts les plus fondamentaux sont maintenant absolument incapables de comprendre en temps réel ce qui se passe, et ils voient défiler devant eux et ça c'est quelque chose qui s'est je suis là que depuis un an, mais qui s'est généralisé. C'est quelque chose qui n'existait pas à mon époque, quand moi j'ai été formé en maths en France par une école qui... Il y a une explication simple. L'explication, elle est simple, et je plaide pas pour qu'on la maintienne, qu'on maintienne la situation. L'explication simple, c'est la réduction du volume horaire que les enseignants ont à leur disposition pour traiter les programmes. Le seul moyen de gagner du temps aujourd'hui pour nombre de collègues, c'est effectivement de proposer des PowerPoint, parce que ça permet d'aller très très vite dans le temps qu'on passe à faire copier les élèves. Mais voilà, il faut retrouver les marges de manœuvre qu'on avait autrefois, avoir un temps raisonnable pour traiter les programmes, peut-être alléger les programmes aussi, se concentrer sur l'essentiel, probablement, et en même temps permettre effectivement aussi d'avoir des effectifs qui permettent de travailler correctement, parce que quand vous avez une classe à 30 élèves, il faut aussi passer pas mal de temps à surveiller ce que font les 30 élèves, ça demande un peu plus de travail que quand vous en avez que 20, et qu'une des manières effectivement de régler ce problème-là de gestion de la classe, c'est de se débarrasser de l'écriture du cours au tableau en mathématiques, effectivement, et de le projeter en comptant sur les élèves pour soit le photographier, soit le recopier, soit éventuellement un polycope ou une photocopie qui permet de gagner beaucoup de temps. Mais c'est rarement un choix libre de l'enseignant, c'est pour répondre à une contrainte institutionnelle à laquelle il est confronté. Mais a priori, comment expliquer donc la chute, notamment dans PISA et TIMSS, du classement de la France? Et TIMSS, c'est surtout scientifique. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que PISA ne teste pas en réalité les compétences qui sont travaillées dans le système scolaire français. Puisque PISA, en fait, c'est une batterie de tests qui permet d'évaluer un certain nombre de compétences dans lesquelles ne figure pas, par exemple, la maîtrise du raisonnement, de l'argumentation, de la rédaction des réponses, etc. On demande aux élèves, en fait, de reconnaître des situations de type et de calquer dessus des raisonnements systématiques préétablis. Donc, j'allais dire, c'est presque de la reconnaissance instantanée de situations pour lesquelles on sollicite les élèves. Il n'y a aucune réflexion, très peu de réflexion là-dedans. Les tests PISA, c'est de l'automatisme, en fait. On teste les automatismes chez les élèves. Le programme français, il ambitionne autre chose. Il ambitionne de former des esprits par les mathématiques, par les lettres, par les langues, etc. En mathématiques, il y a quelque chose d'important, c'est la construction de l'esprit critique, de la capacité d'argumentation, de la capacité à justifier ce qu'on affirme, etc. Ça, c'est absolument pas évalué par PISA, parce que les économistes estiment que ça n'est pas productif pour une société. Nous avons la faiblesse de penser, en tant qu'enseignants et pour une large majorité d'enseignants, que nous avons aussi cette mission-là de former des citoyens capables de comprendre les enjeux, capables de se forger des opinions, capables de résister aux fake news, capables d'avoir une exigence d'argumentation quand on leur présente des solutions toutes faites, toutes prêtes. Voilà. Donc ça veut dire on n'est pas sur les standards internationaux. Voilà. Par contre, il y a aussi une volonté de mettre la France sur les rails des standards internationaux et de renoncer en partie à cet apprentissage-là, en tout cas pour un certain nombre d'élèves. Bon, merci beaucoup Pierre Préguré d'avoir été avec nous. Professeur et référent mathématiques pour le syndicat SNES FSU. On arrive samedi prochain, on sera 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on va prendre des cours 5 élèves. Vous. Voilà. On va commencer par l'addition, ça c'est bien. 5 élèves, 5 cancres. On va passer dans le jeu où il y a le plus de divisions. Le qui c'est qui l'a dit, parce que là... C'est la fraction même. Allez,